nous allons poursuivre notre petite présentation de roman. Alors nous étions partis sur le premier roman qui était La femme de ménage. Elle connaît tous vos secrets de Frida McFadden, où on a fait une petite vidéo dessus. Aujourd'hui on va parler des deux tomes suivants, le tome 2 et le tome 3, qui concernent toujours le personnage de Millie dans La femme de ménage. Donc nous avons Les secrets de la femme de ménage qui est le tome 2 et La femme de ménage voit tout. Après je crois qu'elle a arrêté la série Femme de ménage parce que je crois qu'elle en a fait le tour. Donc nous allons nous concentrer sur La femme de ménage, Les secrets de la femme de ménage qui est le tome 2. Donc on retrouve toujours le personnage principal qui est Millie, qui décroche un nouvel emploi. Donc là ça ne se passe plus à New York mais à Long Island. Donc Long Island c'est une banlieue très très prisée de New York. Et elle arrive chez un couple qui s'appelle les Garrick. C'est un couple très fortuné qui possède un luxueux appartement. Donc pareil, même condition, femme de ménage, la cuisine, etc., etc. Donc là, elle va se rendre compte très très rapidement qu'il y a des petites choses qui clochent un peu, notamment les sautes d'humeur du propriétaire, Monsieur Garrick, qui sont des sautes d'humeur assez inquiétantes, et surtout sa femme, qui s'appelle Wendy, bon prénom américain, Wendy, qui reste enfermée dans la chambre d'amis sans jamais sortir. Donc une ambiance très très pesante, très oppressante, qui va se durcir et monter crescendo quand Millie va découvrir du sang sur une chemise de nuit. Et là, elle va commencer, parce que l'esprit humain est ainsi fait, à se poser des questions sur ce qui se passe vraiment dans cette famille, dans ce milieu-là. On est toujours, n'oubliez pas, l'auteur, même si elle écrit sous un pseudonyme, est une ancienne psychiatre. Donc on va retrouver un petit peu tous les ingrédients du premier roman. Donc on va retrouver la manipulation psychologique, on va retrouver quelque chose de nouveau où on va vous faire penser, attention, les apparences sont souvent trompeuses, ce qui peut nous arriver aussi dans la vraie vie. Donc ce roman-là, ce tome-là, se joue sur la méfiance, les faux-semblants et la difficulté de Millie à savoir à qui surtout elle va pouvoir faire confiance. Parce que vous savez que les faux-semblants, c'est très très important parce qu'on peut en retrouver aussi tout au long de notre vie. Alors, faux-semblant, je ne vais pas vous le décortiquer très longuement, c'est faire semblant. Donc, c'est avoir peut-être souvent une incohérence émotionnelle dans le comportement non verbal pendant que vous racontez une chose. C'est-à-dire qu'une personne peut vous dire elle aime quelque chose ou elle aime quelqu'un et avoir une posture ou une expression faciale qui va démentir ce qu'elle est en train de rencontrer. C'est très très subtil. Parce qu'à ce moment-là, il faut avoir une attention et une écoute assez soutenue. Faire les deux choses en même temps. Généralement, quand on discute, on ne fait pas forcément attention à tout ce qui peut être non-verbal, parce que notre esprit est ainsi fait, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur ce que la personne nous dit. On rentre aussi, et là je raccorde à la première vidéo, on rentre aussi dans les manipulations psychologiques, tout bêtement, les techniques de manipulation. Le manque de présence, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont être là sur des événements uniquement par intérêt. Le reste du temps, vous ne les voyez pas parce que ça ne les intéresse pas. Par contre, ils vont être présents quand ils vont avoir un intérêt personnel. Ça fait partie du faux-semblant aussi. Vous avez la publicité excessive, ce que je vais raccorder à l'ère du temps.
c'est-à-dire quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous avez énormément de gens qui vont animer des réseaux sociaux, des chaînes, mais qui ne paraissent pas ce qu'ils sont en réalité. Donc il y a eu on a vu hein, des gens qui étaient un petit peu, ça s'est su par la suite, qui ne représentaient pas ce qu'ils étaient. C'est compliqué à dire. Voilà, donc vous allez avoir ce faux semblant, et vous allez avoir aussi ce qu'on va appeler la paranoïa. Alors la paranoïa va venir juste après ce qu'on va appeler la culpabilité. Alors ça, pour ça, je vais le raccorder au tome 3, La femme de ménage voit tout. Alors là, on est passé de quelque chose qui, dans la famille Garrick, on arrive donc à la fin du livre, et là, dans ce 3e tome, je mélange un peu les deux parce qu'on retrouve les mêmes choses, enfin les mêmes choses, les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Là, Millie est mariée, elle a 2 enfants, et donc ils font avec son mari l'acquisition d'une maison à Long Island, toujours dans ce secteur-là. Donc ils trouvent la maison de leurs rêves, très paisible, enfin cette impression où ça y est, je suis arrivée. Donc je vis mon rêve américain, on y reviendra tout à l'heure, où j'ai une belle maison, une belle pelouse avec une petite barrière blanche, le dream, American Dream. Sauf que forcément, ça ne va pas durer. On arrive dans un quartier un peu à la Desperate Housewife, c'est-à-dire ces fameux quartiers très résidentiels qui sont très sécurisés, très contrôlés, où tout le monde se connaît en fait. Hein. Donc, on va arriver sur ce calme apparent qui va se transformer petit à petit, où chaque voisin peut receler un secret. On est toujours dans Desperate Housewife. Ce petit côté suspicion, que fait mon voisin? Tiens, à cette heure-là, il est debout. Tiens, c'est allumé chez lui à 4h du matin. Ce qu'on peut faire en ville, je pense. Hein. Moi, perso, j'habite à la campagne, donc des voisins, j'en ai pas. À la limite, je peux, quand la nuit je ne dors pas, regarder un chevreuil ou une chevrette passer et me dire qu'est-ce qu'ils font là. Et ça va pas plus loin. Donc, ce dernier tome démarre sur un prologue dramatique décrivant une scène de crime sanglante où Millie est prise au piège. Donc tout va découler de ce prologue-là, avec des thèmes comme effectivement les fausses pistes, les faux semblants, des thèmes plus profonds comme la culpabilité, la rédemption et le poids du passé. Ça aborde aussi la question du thème de l'intégration dans une communauté fermée, et ça critique surtout cette fameuse apparence que l'on voit dans tous les téléfilms et tous les films américains. C'est basé de cette apparence sur, comme je vous disais, la maison blanche, la petite barrière blanche, la pelouse, la niche pour le chien, etc. etc. Donc, c'est toujours intéressant à lire, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de délétère qui on va dire, s'amenuiserait par rapport au premier tome. C'est très très bien fait. On retrouve des thèmes qui vont se chevaucher entre ces deux derniers tomes, qui sont, comme je vous ai dit, le faux semblant, et qui sont aussi la paranoïa et la culpabilité. Alors on va d'abord parler de la culpabilité, parce que c'est ce qui va engranger les symptômes de la paranoïa. La culpabilité, c'est un sentiment qui est provoqué par la transgression d'une norme morale. Alors attention, d'une norme morale. Alors effectivement, qui pose la norme morale? Il faut réfléchir. Ça vient du latin culpabilis, signifiant coupable, à l'idée d'une faute ou d'un crime. Là, je rejoins, si vous voulez plus d'infos, je vous enjoins à vous abonner à la chaîne d'Athéna Sol, qui est une prof de français, qui est linguiste, et qui vous donne pas mal l'étymologie et la progression des premiers noms de certaines choses. C'est assez intéressant. Donc,
Cette culpabilité, elle est associée aussi à ce qu'on appelle la peur du jugement d'autrui, qui nous ramène au dernier tome de Vivre dans une résidence avec des voisins. On a tous eu cette pensée qui est d'être jugé par autrui. La comparaison sociale, parce que c'est de ça qu'il s'agit souvent, va pouvoir générer une culpabilité. Alors cette culpabilité, elle est très souvent malsaine, parce qu'elle va inclure des sentiments comme la colère et la peur. Et ce sont des sentiments, des émotions qu'on ne gère pas forcément tout le temps correctement. Souvent on dit « je suis aveuglé par la colère » ou « aveuglé par la peur ». Donc là, notre cerveau n'est plus rationnel. C'est ce qu'on va arriver à voir dans certaines situations je sors la nuit dans un ancien asile désaffecté, ne me demandez pas pourquoi, et je suis enfermée dans ces pièces-là et j'entends du bruit. Mon cerveau à ce moment-là n'est plus rationnel, parce qu'il a le contexte, il a l'imagination, et là je pars en vrille. J'entends du bruit, je ne suis pas seule, etc., etc., alors que ça peut être un rat, quelque chose qui tombe parce que ça pendait depuis des lustres, mais mon cerveau n'est plus rationnel. Sous le coup de la colère, c'est pareil. Ce sont des émotions qui sont, on va dire, primitives. Donc, vous avez aussi, sur la culpabilité, hein, on a des choses qui sont développées par des situations traumatiques comme les victimes de violences. Ça devient un mécanisme de survie psychologique. La personne se sent responsable pour tenter de garder un contrôle qui reste illusoire, complètement illusoire. C'est pour ça que, notamment, dans les cas de femmes battues, de violences domestiques, il est très très difficile de sortir ces femmes-là du contexte parce qu'il y a cette fameuse culpabilité et elles se rendent responsables de la situation. Comme quoi le cerveau, pareil, se trompe lui-même. Ce sont des mécanismes très très puissants. Et vous avez ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. Pour illustrer cette culpabilité du survivant, je vais vous parler, je pense que vous connaissez cette histoire, je crois que c'était un vendredi 13 octobre 1972, vous avez eu un crash dans la cordillère des Andes, un avion, je crois que c'était la Fuerza Azuréenne uruguayenne, je ne parle pas du tout espagnol ni quoi que ce soit, donc excusez mon accent. Le numéro de vol, je crois que c'était 571. Oui, mon cerveau, des fois, noyote des chiffres, je ne sais pas pourquoi. Et 45 personnes à bord, c'était une équipe de foot uruguayenne qui se rendait, je crois, à Santiago du Chili. Et ils ont percuté la cordillère des Andes suite à de mauvaises incompréhensions de distance. Il y a eu un crash. Sur les 45 personnes, il y a eu 33 survivants. Ces gens-là, ces personnes-là, ont attendu 72 jours, on était l'hiver, hein, 72 jours avant d'être secourus par des villageois, puisque leur position n'était plus connue, elle n'était pas bonne. Et sur ces 33 survivants, à l'origine du crash, il n'en est resté que 16. 72 jours en pleine montagne, dans la neige, dans le froid, etc. Donc, il s'est passé ce qui devait se passer. Ils ont dû faire des actes de cannibalisme, bien qu'ils n'en aient jamais parlé. Et les 16 survivants se sont mis d'accord, et je pense qu'ils ne se sont pas mis d'accord de manière verbale ou en discutant, n'en ont jamais parlé. Et je me souviens d'un reportage où un journaliste, et c'était la question, je vais dire, que tout le monde attendait, leur ont demandé s'ils s'étaient mangés entre eux. Les 5 survivants qui étaient là se sont levés et sont partis. En fait, et dans les interviews suivantes,
ils ont spécifié de ne jamais poser cette question. C'est ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. Ils sont en vie parce qu'ils ont mangé leur congénère. Mais c'était une question de survie. Je crois qu'on ne peut pas poser un jugement dessus. Parce que nous ne sommes pas dans la même situation. Pour survivre, qu'est-ce que je peux faire? Je pense qu'il faut être vraiment confronté à ce genre de situation pour le savoir. On pourra toujours poser un jugement en disant « Ah oui, mais moi non, j'aurais mangé de la neige, j'aurais mangé des branches d'épicéa, j'aurais mangé… » Non, 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 non. Je ne pense pas. On peut toujours avoir l'illusion, et on revient toujours dans ce thème d'illusion, de se dire « Je m'en serais sorti autrement ». Donc, vous allez avoir, on revient sur cette notion de norme, la norme morale. Donc vous avez des normes éducatives, sociales ou familiales qui façonnent l'émergence du sentiment de culpabilité, avec des environnements critiques, pouvant favoriser une culpabilité excessive et pathologique. Donc nous voyons, si on y réfléchit bien, que nous sommes formatés dès que nous naissons en fait, parce qu'il faut se plier à des normes qui sont en vigueur, mais surtout à une éducation qu'on va vous donner. Et je suis persuadée que l'éducation que vous recevez ou que vous donnez peut accompagner ou peut détruire quelqu'un. J'emploie le mot détruire, oui. Je l'assume complètement. Un enfant a besoin d'être nourri. Donc vous allez le nourrir comme vous pouvez. Alors vous avez des gens qui vont nourrir par des livres, qui vont nourrir par la curiosité, et vous avez d'autres personnes qui vont par manque de temps, par fatigue, mettre leurs enfants devant des tablettes, devant la télé, devant ci, devant là. Ils se nourrissent de la même manière, c'est-à-dire que ce sont des éponges, donc ils vont absorber ce qu'on va leur donner. Le contenu est différent, l'absorption est la même. Donc, nous avons vu la culpabilité, nous allons revenir sur la paranoïa. Alors la paranoïa, il faut comprendre l'origine du mot, l'origine étymologique du mot, qui vient du grec para, qui veut dire à côté, en parallèle, on pourrait le traduire, et nous. Nous, ça veut dire esprit en grec. Et si je mets paranous, ça fait à côté de l'esprit. La paranoïa, c'est à côté de l'esprit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le rationnel. Donc c'est un trouble, un symptôme mental caractérisé par une méfiance excessive et une suspicion injustifiée envers autrui, avec souvent des pensées après, si vraiment ça s'accentue, qui peuvent être délirantes, de persécution et un sentiment d'être menacé, trahi ou manipulé. Souvent, on va s'arrêter à « Ah oui, je suis sûr que cette personne parle derrière moi, parle derrière mon dos ». C'est de la paranoïa. Elle est infime, mais c'est de la paranoïa. Ça peut, après, s'accentuer, et là, on va tomber dans une pathologie psychiatrique qui est beaucoup plus lourde. Que l'on retrouve après aussi dans certaines pathologies. Donc, on est sur ces deux romans où on va retrouver quand même beaucoup de choses psychologiques qui amènent le personnage principal à douter. Un peu comme on va dire, le commun des mortels dans leur vie de tous les jours, où on va être confronté non pas à des meurtres ou des choses comme ça, mais on va être confronté à des tracas de la vie, et on va retrouver ces symptômes-là, pas aussi marqués, mais on va les retrouver. Donc, on arrive à avoir sur ces trois romans, hein, qui sont, moi, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, ça c'est pas, je vais dire, le top du top pour moi, mais ça m'a fait passer un bon moment et je me suis prise au jeu. Ça a réussi à me faire rentrer quand même dans l'histoire de Milly, du personnage de Milly. Je me suis prise au jeu. Voilà, ça m'a fait passer un très très bon moment. Alors je sais que c'est beaucoup décrié,
où les gens n'ont lu que le premier, mais je vous invite à lire les trois quand même parce que c'est très intéressant. Dans la complexité du personnage, de l'histoire, puisque le personnage évolue, hein, elle sort de prison avec au tout premier, où elle a un passé qui est assez trouble, on va apprendre ce qu'est ce passé-là. L'opportunité, c'est d'être femme de ménage. Donc la première famille dans laquelle elle tombe a des très gros problèmes et cache de très gros secrets. La deuxième famille n'est pas mieux. La troisième fois, elle dit, bon, ben, j'arrête le ménage, je me marie, je fais 2 enfants entre-temps, et je vais aspirer à une vie tranquille en achetant une maison, la maison de mes rêves. Et on retombe encore dans une histoire où tous les mécanismes psychologiques vont s'actionner. Je parlais tout à l'heure de cette critique sociale américaine, parce qu'il faut savoir, quand on lit ou on regarde un petit peu ce qui se passe, le rêve, ce qu'on a appelé le rêve américain en fait, le rêve américain, on était tous là, que ce soit Olivia Newton-John, John Travolta, Grease, etc. Ça nous donnait cette impression de liberté, de permissivité que nous n'avions peut-être pas, nous, enfin l'impression d'avoir à notre niveau en France et en Europe, dans le sens où c'était tout mieux, tout mieux, too much, tout le top, c'était tous plus. Nous, on était à écouter, on va dire, Johnny Hallyday, Dick Rivers, Les Chats Sauvages, etc. Eux, ils avaient déjà, en termes de musique, une évolution qui était beaucoup plus grande, une accessibilité beaucoup plus grande. Il faut savoir que les Américains... Alors, nous, on habite un tout petit pays, qui est assez grand, mais qui est quand même, comparé aux États-Unis, très petit. Et on a cette culture d'amis, de marcher, de bouger. Je suppose que vous avez tous été en grande partie à Paris, au moins voir la Tour Eiffel, ou le Louvre, ou des musées, ou à 15 km de chez vous, à 20 km de chez vous, pour aller voir un petit peu les monuments historiques ou les vieilles bâtisses. Il faut savoir que les Américains ne marchent pas. Les Américains sortent très peu de chez eux, enfin, je veux dire du périmètre de la ville. Je crois que dans un État, je me semble avoir lu quelque chose, il y avait 70% des Américains qui ne faisaient pas plus de 250 km de chez eux. Parce que c'est loin, parce que, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Et je me souviens d'une Américaine rencontrée en Espagne, qui en fait s'extasiait de pouvoir boire un verre à 23h et d'avoir un décor sur une place sévillane avec l'architecture qui va avec, et de se dire, mais en fait, nous sommes nuls, nous les Américains. Tout le monde nous dit, oui, on est le meilleur peuple, etc. Mais en fait, nous sommes nuls, parce que ça, nous n'avons pas. Cette notion de partage, de convivialité, et surtout cette découverte de l'ailleurs, ils ne l'ont pas. Ils ont ce culte du vainqueur, en fait, hein, qui remonte, on va le situer à la dernière guerre, qui c'est du sauveur aussi, vainqueur-sauveur. Nous vous avons délivré, en sachant que ce n'est pas eux qui nous ont délivrés, mais bon. Ils ont cette historique de se dire, voilà, c'est le big dream américain. Aujourd'hui, on le revoit arriver avec le Great America de Trump, c'est-à-dire redonner la grandeur à l'Amérique, puisqu'apparemment il l'avait perdu à un moment donné. Je n'ai pas tout suivi. Je pense que c'est une notion politique. Mais rendons cette valeur à notre Amérique. Je crois que Great America Again, c'est un condensé de se dire, voilà, revenons à ce que le reste du monde nous voit comme la première puissance, les sauveurs, les gens qui font mieux que tout le monde. Libre à eux de penser ça, je leur laisse. Donc nous revenons sur ce fait de dire, voilà, le style de vie, ce dream, cet American dream de cette maison, de cette pelouse, voilà, d'une femme, d'une dinde sur la table, d'une dinde, l'animal, pas la femme, sur la table,
c'est illusoire, et c'est ce qu'on va retrouver dans le dernier tome. C'est-à-dire que cette critique de dire j'ai une belle vie, regardez, voilà, j'ai les dents blanches, je suis blonde, j'ai une jolie maison, j'ai une jolie voiture, j'ai un joli mari, j'ai des jolis enfants qui vont à telle école, qui font telle activité, tout va pour le mieux. Oui, c'est ce qu'on appelle une façade. Voilà. La façade de la maison ne reflète pas forcément ce que vous avez à l'intérieur et votre personnalité. C'est complètement illusoire de penser que tout va bien. L'être humain ne va pas bien. La planète ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Donc pourquoi donner une image illusoire de dire je vais très bien? On est dans une forme de culpabilité. Je vais bien. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de dire je ne vais pas bien? Oui, je peux avoir tout ce que je veux, mais au fond de moi, je ne vais pas bien. Alors, je vais le mettre en rapport avec un K-drama qui s'appelle It's okay to not be okay. C'est le titre en anglais parce que je crois que le titre au départ a été donné en anglais. Je vous mettrai les références en description. C'est une série de Park Chan-wook en 16 épisodes que vous pouvez avoir sur Netflix ou sur voirdrama.com, mais je vous mettrai tout en description. Alors, elle se regarde, elle n'est pas du tout violente, elle se regarde très bien, il y a une petite intrigue, les personnages sont très 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 attachants. En gros, c'est l'histoire de deux frères, dont un qui est autiste, et d'une jeune fille, d'une jeune auteure de livres pour enfants, mais alors qui est complètement cintrée, complètement déglinguée. Et au départ, on ne comprend pas bien, mais très rapidement, on va se rendre compte que c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Donc, elle va calquer un peu les émotions par rapport à ce qui se passe. Mais tout vient de son enfance. C'est là où je vous dis que, en fait, tout dépend du fait comment on va être nourri. Cela va nous amener à nous construire. J'ai dit nous construire, pas comment on va vous construire. Si on vous construit, c'est pas bon. Parce que vous n'êtes pas ce que vous devez être. Vous allez représenter les aspirations et les rêves de quelqu'un d'autre. Donc, dans le fond, vous n'allez pas agir pour vous, mais pour autrui. Alors, ce sont des notions qu'on retrouve justement dans ce K-drama qui sont... Regardez-le, faites-moi un retour si vous voulez. Je vous engage à me faire un retour. Dans le sens où... Alors, je suis tombée dessus par hasard parce que c'est pas le genre de K-drama que je regarde. Mais je suis tombée complètement par hasard une nuit dessus parce que je cherchais autre chose. Et finalement, je me suis prise au jeu parce que les personnages sont attachants et puis vous avez envie de savoir ce qui va se passer. Donc, ce jeune homme travaille et est aide-soignant dans une unité, un hôpital psychiatrique qui est assez sympathique, ma foi, et va être au contact aussi de personnages qui sont des patients et où on va voir que ce que vous voyez n'est pas forcément ce que vous pensez. Et là, on revient toujours au terme du livre, ce que vous voyez n'est pas forcément ce que vous pensez. On est dans du faux semblant, parce que nous regardons par un prisme qui nous est propre. Je regarde quelque chose, forcément, même si je n'analyse pas tout de suite, ou si je ne me pose pas, ce ne sont pas mes yeux qui voient, c'est mon cerveau qui voit. Donc mon cerveau, il va faire des corrélations, il va mettre en lien des tas de choses avec la situation que je suis en train de regarder. Donc forcément, je vais poser un jugement, forcément, je vais me dire, ah oui,
inconsciemment, ça me rappelle ça. Ah oui, ah ben, oui. Donc, ma réaction non verbale va être immédiate. Il est très rare de trouver quelqu'un qui dise stop. Je ne fais que voir. Voilà, et regarder une situation, mais sans aucune attache derrière. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui le font. J'ai vu hier soir, c'est devenu, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de mon fonctionnement propre, c'est devenu une de mes obsessions pour le moment. J'ai vu le nouveau clip d'une chanteuse qui s'appelle Rosalia. Alors, Rosalia, moi je l'ai suivie, enfin j'ai commencé à la suivre musicalement en 2019. C'est une espagnole d'origine, je crois, catalane, qui a une interprétation de ce qu'elle chante qui est assez phénoménale. Et hier, c'était le lancement de son dernier album qui s'appelle Lux. Lux en latin veut dire lumière. Et là, on revient à quelque chose de fondamental pour elle, qui est, je vais dire, l'imbrication de la vie avec Dieu. Je ne vais pas dire avec la religion, avec Dieu. Et le titre phare s'appelle Bergame. Bergame, c'est une boîte de nuit allemande, berlinoise, qui est très très élitiste. Et dans ce clip-là, c'est assez flagrant. On va avoir, si vous regardez bien, si vous vous contentez de regarder le clip, vous vous dites ok, elle chante, oui, et un petit air d'opéra, ok, il y a ça, ah ok, il y a des animaux, ah ok, voilà. Et en fait, si vous faites attention à ce que vous regardez, vous allez avoir énormément de symbolique dans ce clip. C'est complètement fou, c'est complètement barré. Et vous avez en plus, sur 2 lignes, vous avez une collaboration avec Björk. Alors Björk, je sais que beaucoup de gens l'ont décrié, beaucoup de gens l'ont un peu mis au pilori. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui est complètement cintré, mais qui a un univers tellement riche, mais tellement riche, que ce soit musicalement, visuellement. On passe à côté de... Je crois que beaucoup de gens sont passés à côté de cette artiste parce que justement, elle a cette folie, elle a cet univers et qu'il est très difficile pour elle d'intégrer, on en revient toujours à la même chose, une norme sociale ou une norme morale qui ne lui appartient pas et avec laquelle elle ne peut pas avoir une interaction positive. Ce clip-là, quand vous le regardez, vous avez des références à Dieu, vous avez des références à Blanche-Neige, donc vous avez une partie, la première partie de ce clip est chantée en allemand, c'est un air d'opéra en allemand. Et la deuxième partie, quand cette jeune femme revient dans son appartement, il y a des animaux, une biche, une rouge-gorge, qui est Björk, hein, qui est symbolisée par Björk, la voix de Björk. Rosalia a un serre-tête rouge, donc on retombe dans le conte de Blanche-Neige, qui est un conte d'origine allemande, je le rappelle. Je le dis pour les personnes qui ne le savent pas. Et vous avez toute une symbolique. Alors, c'est sur le thème de l'amour. Alors, beaucoup ont une interprétation psychologique de ce clip. J'ai lu pas mal de choses là cette nuit. Libre à eux. Ils ont leur propre prisme. Libre à eux d'interpréter comme ils veulent. Si moi je regarde le clip comme je l'ai fait, je n'ai pas d'interprétation de ce qu'elle a voulu dire. C'est une histoire d'amour, un amour inconditionnel, un amour mortel, puisque c'est de ça qu'il s'agit, avec qui, à vous de le découvrir. Regardez le clip et dites-moi ce que vous en pensez aussi, parce que je pense que ce serait intéressant d'avoir des retours de personnes,
disant, voilà, moi j'ai compris ça, moi j'ai vu ça, moi j'aime pas, voilà, ça me parle pas, ou essayer de voir, peut-être il y a des choses que j'ai pas vues, hein, mais d'avoir un retour comme ça peut être intéressant d'avoir cet échange sur ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je le redis toujours, pensez à vous abonner, à mettre un like, à commenter si vous avez envie, même des commentaires pas méchants, hein, gentils, même si ça ne vous plaît pas. Et puis, si vous n'aimez pas, ben, ne vous abonnez pas, c'est aussi simple que ça. Et puis, partagez, partagez, partagez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit si vous regardez ça le soir. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et j'y arrive pas avec le prenez soin de vous, hein. C'est un lapsus révélateur peut-être, je sais pas. Je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, on explorera, je pense, un thriller de Franck Thuilliez, parce que je voudrais vous parler aussi du calendrier de l'Avent qu'il a fait en forme de livre que je suis allée chercher hier. Alors, il est très rare que j'achète des romans en version première édition, parce que le prix est complètement loufoque, et que je préfère ce format-là que je peux transporter, voilà, dans une de mes poches. Donc je vous le redis, prenez soin de vous, passez une bonne soirée ou une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.